Chers amis, nous espérons de tout cœur que vous êtes tous présents ici dans la salle au courant que ce soir, vous n'entendrez pas Armand Abécassis. Ceux qui ne le savaient pas encore s'en seront entre-temps aperçus. Les membres et sympathisants qui ont une adresse électronique en ont été avertis et nous nous excusons auprès des autres et les invitons encore une fois à nous faire connaître leur adresse afin qu'ils puissent être tenus au courant. Armand Abécassis nous a fait savoir il y a quelques semaines qu'il ne pourrait être en Anvers ce soir, sa petite fille faisant sa bat mitzvah aujourd'hui et demain en Israël. Il lui a été impossible de déplacer la date et comme grand-père, il est chargé de diriger une partie des cérémonies religieuses. Nous ne pouvons en vouloir à Armand Abécassis. Nous avions en effet fixé avec lui cette date au mois d'octobre 2014, à une époque où il ne pouvait prévoir que sa petite fille ferait sa bat mitzvah le même jour. Mais voilà, pour vous rassurer, nous avons d'ores et déjà convenu avec Armand Abécassis une nouvelle date pour sa conférence qui aura lieu le 12 décembre de cette année, le 12 décembre 2016. Mais voilà, soyez rassurés, ce soir, vous ne perdez rien au change, bien au contraire. Vous avez reconnu sur l'estrade notre animateur préféré, Antoine Boussin. Vous savez dès lors que vous aurez droit à un entretien ou une conférence débat. La foire du livre qui se tient actuellement à Bruxelles nous a facilité la tâche et grâce à notre vice-président Patrick Muller et à notre cher Antoine, nous avons le plaisir de vous présenter ce soir Irène Frein, une femme merveilleuse qui a tellement de cordes à son arc qu'il faudrait pratiquement une conférence entière pour vous la présenter. Mais afin de ne pas couper l'herbe sous le pied de notre ami Antoine et lui laisser tout le loisir de vous la faire connaître, je lui cède aussitôt la parole pour lui permettre de vous faire le portrait de cette brillante dame, historienne, journaliste et écrivaine. Je vous remercie. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Irène Frein. Bonsoir. Alors ça me fait très très plaisir de vous accueillir à Anvers parce que on le dira qu'à la fin, mais il y a quand même un clin d'œil pour la Belgique dans les dernières pages de ce magnifique roman, même s'il n'y a pas écrit roman sur la couverture d'ailleurs. Marie Curie prend un amant. Moi j'ai découvert ce livre l'été dernier. Il y a plein de choses que j'ignorais sur Marie Curie. Donc on peut lire ce livre comme un roman, comme une biographie, et vous allez nous expliquer quelle a été votre méthode de travail. Mais avant, parce qu'on parlera aussi d'un de mes coups de cœur, Beauvoir in Love. Alors pour les amitiés françaises, avoir un titre un peu en anglais, je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux ici. Mais vous m'expliquerez pourquoi vous avez quand même tenu à ce titre-là, hein? Beauvoir in Love. Quand on a un amant américain, il faut bien parler sa langue à un moment. Oui, bah vous auriez pu mettre Beauvoir en amour. Oui, mais le problème de Beauvoir, quand elle était amoureuse de Nelson Hall Green, c'est qu'il ne connaissait pas un mot de français. Donc il pouvait partager la langue érotique, mais à un moment, elle était obligée de parler anglais. Elle s'en est pas privée. Je vous le dirai tout à l'heure. Elle s'est pas privée quoi? De la langue érotique et de la langue anglaise. Les deux, parce que les de deux, toute façon, voilà. Même la langue érotique française, il ne la comprenait pas. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais avant tout. Donc il n'y a pas les choses qu'on fait avec son corps, il y a aussi les choses qu'on fait avec son esprit. Le cerveau est le premier organe sexuel et le langage joue dans l'amour un rôle de premier plan. J'aime beaucoup le ton de la voix pour dire des choses aussi pertinentes. Cérébrale, vous allez dire. Pertinentes. Alors, Irène Frein, on vous connaît depuis de nombreuses années. Vous êtes née en Bretagne, dans une ville d'ailleurs qui porte le nom de Lorient. Et après des études d'agrégé de lettres classiques en 72, vous avez été enseignante. Et puis en 81, 82 je crois, là vous décidez de vous consacrer à l'écriture. Alors, c'est vous qui me l'avez appris,
Et peut-être que certains dans la salle connaissent cette ville de Lorient, qui est entre Quimper et Nantes, pour tirer une grosse situation géographique. Mais Lorient, on pourrait l'écrire L''Orient. On l'a longtemps écrite L''Orient pour une bonne raison, c'est qu'elle portait, quand Colbert l'a fondée, il y a 350 ans exactement. On va fêter cette année le 350e anniversaire de la fondation de Lorient, il n'y avait rien. Et la ville, pendant longtemps, ce semblant de ville qui ressemblait à une ville de western avec surtout des baraques en bois et quelques navires, n'a pas eu de nom. On disait les Landes du Far West, etc. Puis un jour, dans l'estuaire, comme on construisait beaucoup de bateaux pour aller commercer avec les Indes, comme on disait à l'époque, les Indes orientales, et il y a eu un bateau plus splendide que les autres qui s'est appelé le Soleil d'Orient, plus communément l'Orient. Et tout le monde voulait accourir de toute la campagne environnante pour voir ce bateau magnifique. Et les gens ont commencé à dire « Où vas-tu ? Je vais à Lorient ». Et donc la ville s'est appelée longtemps avec une apostrophe, et c'est malheureusement Napoléon, comme dans une furie de réformes orthographiques malheureuses, comme il en arrive régulièrement dans notre beau pays. Encore aujourd'hui. Encore une qui a décidé que cette rêveuse apostrophe n'était pas assez rationnelle, et il l'a supprimée. Et il y a un club des défenseurs de la rêveuse apostrophe à Lorient qui demande la restitution de cette apostrophe. Mais le gouvernement français, parce que vous savez, nous sommes bretons à Lorient, ne veut rien entendre. Alors, vous entendez à la littérature très tôt, et le premier livre que vous publiez, c'est une collection que moi j'ai beaucoup aimée, peut-être que notre libraire s'en souvient aussi. Fayard avait eu l'idée de faire une collection histoire, une souche historique, mais qui allait devenir une collection pour le grand public. Alors quand on dit grand public, ça ne veut pas forcément dire vulgarisation, mais ça veut dire aussi qu'on demande à un écrivain d'écrire autrement, avec une autre dimension littéraire qu'une thèse. Et vous avez publié « Quand les Bretons peuplaient les mers ». Ce n'était pas simplement une collection grand public, c'était une collection qui visait à restituer la grandeur des oubliés de l'histoire, des petits, des obscurs, des sans-grades, qui ont fait l'histoire avec un grand H et dont on ne parle pas dans les grands ouvrages d'histoire événementielle. Dans ces années 70, il y avait tout un courant de l'histoire qu'on a appelé la nouvelle histoire, qui visait justement à traduire ces grands mouvements de fond, souvent inconnus, méprisés par l'histoire du 19e siècle, et même une partie du 20e siècle. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis social history, ou histoire sociale, histoire des groupes et des individus anonymes qui font avancer les choses. Et la Bretagne fourmille de ces destins extraordinaires et méprisés. Et l'un de ces destins que j'avais raconté en quelques pages très courtes dans cet ouvrage, Quand les Bretons peuplaient les mers, dans cette collection Quand, c'était le destin d'un petit mousse breton, René Madec, qui, découvrant l'Inde à 14 ans, assistant à Pondichéry au triomphe de Duplex nommé Nabab, par les puissants, pourtant mirifiques, du sous-continent indien, ce petit mousse de rien du tout, ce sorti de rien, comme je suis moi-même, se dit « je vais devenir Nabab moi-même », et bien il le fait. Et une fois fortune faite, après des pérégrinations sans nombre, il reviendra mourir là où il était né, à Quimper-Corentin, en Bretagne. Et donc,
cette histoire a été ma chance, parce que quelques mois après la publication de Quand les promptons peuplaient les mers, elle est tombée sous les yeux d'une éditrice, Nicole Lattès, la femme de Jean-Claude Lattès, qui m'a convoquée et qui m'a dit « vous devriez écrire un roman ». J'ai rougi jusqu'à la racine des cheveux, qui était la preuve que ce désir inconscient était très violent quand même en moi. Elle ajoutait, en pointant du doigt, un roman sur Madec. Donc là, alors que je pensais avoir atteint le sommet du rougissement, j'étais un véritable vivant sous l'effet de l'émotion. Et j'ai rougi une seconde fois et j'ai dit, parce que moi j'étais digne professeur en lycée parisien, en université, j'ai répondu « oui madame », comme s'il s'agissait de mon proviseur. Telle fut mon entrée en littérature. Oui, mais votre entrée en littérature, quand même, vous étiez ailleurs, quand même, avant. Parce que les promptons sont des fils et des filles de l'ailleurs. Oui, mais enfin, Irène Frein, on va dire sans modestie, vous étiez quand même agrégée de lettres classiques et vous êtes enseignante presque pendant 10 ans. Oui, 15 ans, et j'avais inscrit une thèse où j'avais écrit 200 pages sur un très docte sujet. Je sens que vous allez frémir d'excitation à entendre ce sujet. Frémissons tous. Parce que c'était quand même le vocabulaire de la notion du temps chez les poètes latins du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je suis sûre que vous regrettez vraiment ardemment que je ne l'eusse pas écrit. Non, mais peut-être qu'on pourra faire des photocopies. Des cours particuliers. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être M. Van Dossler sera intéressé par ce sujet. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment d'un client. Alors, donc, mais parce que quand vous publiez en 82 ce roman « Le Nabab », qu'on pourra retrouver, d'ailleurs la libraire l'a présenté sur cette table, c'est un événement commercial, un événement littéraire pour vous, bien sûr, mais le grand public découvre une romancière que vous n'avez pas cessé d'être, puisque aujourd'hui, Marie Curie, pour un amant que vous avez publié en septembre, a eu un énorme succès. Mais vous avez publié, comme vous vouliez, sur des sujets tout à fait différents les uns des autres, mais le Nabab, vous entrez en littérature et vous rentrez dans les best-sellers. Oui, alors ce qui m'a fallu des haines dans ce milieu littéraire, des jalousies considérables, ça a été assez difficile à vivre. Une femme jeune, universitaire, une petite bretonne, ça ressortira des années plus tard, puisque il y a 4 ans, recevoir une récompense, enfin une assemblée fort nombreuse, on me dira, Irène Frein, vous qui venez de nulle part, qui êtes sortie de rien. Donc nulle part Land, c'était la Bretagne, et sortie de rien, c'était effectivement mes origines sociales qui sont extrêmement modestes. Donc c'est vrai que il m'a fallu beaucoup de résistance et un beau système immunitaire cérébral pour résister à ce milieu. Mais je crois que j'avais beaucoup de bon sens et que je me suis dit que pour faire un écrivain, c'était comme pour le bon vin, il fallait durer, il fallait mûrir. Et j'ai pris, je pense que j'ai eu jeune, 32 ans, c'est jeune, la sagesse de me dire, je prends ça, ce succès énorme comme un tremplin pour apprendre et pour m'imposer. Et j'ai eu cette forme d'obstination armoricaine qui a fait que des années plus tard, je suis toujours là, la preuve. Et donc je suis quelqu'un d'indépendant, de très libre. Je pense que le destin est la forme qu'on donne à son désir. J'ai pas envie de m'ennuyer dans la vie et donc je choisis mes sujets avec un seul critère, est-ce que ça me passionne? Et j'ai la faiblesse de penser que si ça me passionne et que je n'épargne pas un seul cheveu de ma personne dans mon engagement d'écriture et d'enquête, le public va être lui-même passionné. Je crois que tout livre est l'élucidation d'un secret, et que le monde est fait de pincards de barbe bleue, qui ne demandent qu'à être ouvert et à être exploré. Et la littérature que j'aime à pratiquer, à vivre,
d'ailleurs, je ne dirais pas pratiquer, c'est ma vie, c'est le partage. Et je ne suis pas quelqu'un qui exclut, je suis quelqu'un qui entraîne, en tout cas qui essaie d'entraîner, d'étourdir, et de mener le public vers des horizons qu'il ne soupçonnait pas, qui sont ceux de ma propre curiosité, avec beaucoup d'orgueil, je le dis, avec beaucoup d'amour propre et d'orgueil, peut-être démesuré. J'ai encore une fois la faiblesse de penser que ce qui me passionne ce qui me rend curieuse va rendre curieux les autres. Alors, question un peu particulière. Quand on regarde la liste de vos textes, de vos œuvres, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des Indes, de l'Inde. Qu'est-ce qui s'est passé? Agrégé de lettres, Paris, la France, né à Lorient. Alors évidemment, il y avait déjà... Port de la Compagnie des Indes. Il y avait déjà une porte qui vous y emmenait, mais ça fait partie d'un monde qui est le vôtre, le monde indien. Oui, alors, d'abord, mes ouvrages sur l'Inde ne sont pas si nombreux. Il y en a 5 ou même 6, je crois, ou 7. C'est quand même pas mal. Oui, ils sont faits avec passion, donc je ne me suis pas économisée. Certains, comme Davy, il en a fallu 3 ans pour reconstituer la vie de cette femme bandit indienne dans un endroit de l'Inde où personne n'allait, qui était la vallée des bandits. En effet, moi je crois que c'est enfantin. Et mon histoire, c'est très simple. Je suis née dans ce port de la Compagnie des Indes qui avait été complètement détruit par la guerre. Je crois que c'est 95-98%. Donc des décombres. Les récits des supposées grandes personnes autour de moi, c'était toujours les mêmes, avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Et donc je grandissais dans une ville qui peinait à se reconstruire, qui était faite de gravats, de causes, de chevaux de frise, d'avertissements, n'allez pas là, il risque d'avoir des bombes. La plus grande construction militaire nazie au monde, la base sous-marine de l'Orient. On disait qu'il y avait des gens qui étaient engloutis dans le béton, que les nazis y avaient précipité. Tous les souvenirs de la résistance, évidemment. À 4 ans, mon père m'emmène avec ma mère et mes sœurs voir des fosses où on avait fusillé des résistants. Et mon père lui-même avait passé 5 ans prisonnier des nazis en Allemagne. Et ma mère, tandis qu'il subissait dans l'endroit où il se trouvait prisonnier les bombardements de Francfort, ma mère elle-même subissait les bombardements de l'Orient ordonnés par Churchill et devait fuir. Elle a été l'une des dernières à fuir sur le pont suspendu de l'Orient avec une charrette dans laquelle elle avait entassé le peu qu'elle possédait et avec une petite fille que mon père avait à peine vue une fois en permission. Et donc elle a fui, et l'un des mots qui revenait le plus souvent dans la bouche de ma mère, c'était « réfugiée ». Elle avait fui dans le centre-Bretagne, qu'elle ne connaissait absolument pas, hébergée dans sa belle famille, et donc ces gens étaient marqués par le malheur, parce que la guerre est toujours un immense malheur, quel que soit l'âge. C'était des gens détruits. Donc la petite fille que j'étais, qui ne comprenait pas très bien qui elle était, ce qu'elle faisait dans cette famille, qui grandissait au milieu de tous ces gens tous marqués. En plus, il y avait les souvenirs de la guerre d'avant, avec les gens mutilés, la guerre de 14. Je rêvais. Et l'horizon du rêve, c'était la mer, et c'était les constructions qui miraculeusement avaient été épargnées par les bombardements anglais et américains. C'était les bâtiments de la Compagnie des Indes. Donc, quand j'ai vu les seuls objets anciens que j'ai vus dans mon enfance, à l'âge de 4 ans, il y avait une exposition sur la Compagnie des Indes, parce que la municipalité avait voulu enraciner les habitants dans un autre passé, plus chatoyant, plus enchanteur. C'était des assiettes bleues et blanches, Compagnie des Indes, et les clés de la ville. Et on était monté avec ma mère en haut de la vigie, qui date de cette époque, du XVIIIe siècle, une grande tour où il y avait les vigies qui surveillaient les entrées et surtout les retours
des bateaux des Indes, et cette tour s'appelait la tour de la découverte. Alors, pour des raisons qui sont un peu autres, vers l'âge de 10 ans, dès qu'il faisait un peu plus chaud, le mois de mars, avril, j'allais vivre au grenier parce que je me sentais pas très très bien entre ma mère et mes sœurs quand mon père n'était pas là. Et là, je m'étais installé un petit univers et je regardais à l'est constamment. Je me levais très tôt pour regarder l'est et je rêvais et je lisais beaucoup de choses sur la Chine, sur les Indes. Ça pouvait être des bandes dessinées, ça pouvait être Tintin, le début du lotus bleu, le poison Rajaïja qui rend fou, ça pouvait être des bandes dessinées agies aux Indes, et j'étais marquée. Et quand j'ai fait des recherches sur mon père, il y a 3 ans, j'ai eu la surprise d'apprendre que cette petite maison de quelques 25 mètres carrés où nous entassions, très nombreux quand même, à 7, sans confort, avec ce jardin, était en fait un morceau d'un immense jardin qui avait existé au XVIIIe siècle et qui appartenait à la Compagnie des Indes. Et on y faisait pousser les légumes et les fruits qui servaient à l'avitaillement du bateau pour éviter le scorbut le plus tôt possible dans le chemin vers Pondichéry, Mahé, Carical, enfin, les fameux comptoirs de l'Inde. Et puis, au retour des Indes, comme on disait, on ramenait des espèces exotiques qu'on acclimatait dans ce jardin et qui prenaient très, très bien parce qu'il était exposé parfaitement au sud. Et il avait fallu que mon père, quand il avait choisi cette maison, parce que lui ne voulait pas habiter ni dans les HLM, ni dans les baraques américaines, choisisse exactement ce terrain de la Compagnie des Indes. Alors, est-ce que l'enfant que j'étais a senti? Ça, c'est une autre histoire. Vous avez écrit, en plus de ça, un très beau livre sur Gandhi. Oui, moi, je suis une fille orientée. Bon, très bien, voilà. Plutôt l'orientée. Alors, on va changer de chapitre, mais moi, je voudrais absolument qu'on parle d'un de vos plus beaux livres, qui m'a beaucoup ému, qui a eu une presse considérable et à la fois polémique, puisque vous vous attaquiez à un monstre littéraire, Simone de Beauvoir, et vous vous attaquiez à une période dans la vie de Simone de Beauvoir qui a été extrêmement discutée par les spécialistes. Alors, les spécialistes, on peut dire... Alors, moi, je n'ai pas eu de connaissance d'articles polémiques, ils ne se sont pas mesurés à moi, ils ne pouvaient pas le faire, je n'ai pas lu d'articles polémiques du tout, ils ne pouvaient pas le faire puisque j'étais allée consulter les documents, que je les avais numérisés et qu'à la moindre attaque, je pouvais les ressortir. Donc, je n'ai pas été attaquée. Ça a été, on va dire, beaucoup plus sournois et on peut dire plus lâche. Il faut avoir le courage aussi de nommer les lâches, si je peux me permettre. Allez-y, on est enregistré, hein, Irène. Mais allez-y quand même. C'est égal, mais non, mais j'ai pas envie de les attaquer, de les fouler les pieds. Mais c'est aussi trop facile. Mais non, j'ai simplement voulu, à travers cette histoire, éclairer un pan de l'histoire qui n'avait jamais été éclairé. Qu'est-ce qui s'était passé entre Simone de Beauvoir et son amant américain? On nous avait gentiment publié la correspondance de Simone de Beauvoir à Nelson Algren. Simplement, ça n'est pas précisé sur l'édition. Je mets tout le monde au défi ici de m'apporter une édition où cette précision figure en cet instant T. Elle est amputée d'un 5e. Et par ailleurs, quand des passages sont coupés à l'intérieur d'une lettre, il n'y a pas nécessairement les crochets. Donc le texte, dans sa signification, est altéré. Bon, presque personne ne va consulter ces lettres là où elles sont entreposées. Et pour une raison très simple, il s'agit de l'université de Columbus, qui se trouve dans l'Ohio. Et c'est compliqué d'aller faire un stage
à cette université pour aller regarder les documents de près. Et il y avait notamment un document il suffit de 3 clics sur Internet pour voir qu'il existe dans la liste des archives de Nelson Algren. C'est un carnet que Simone de Beauvoir et Nelson Algren ont écrit ensemble. Bon, et il y a une page notamment de ce carnet que j'ai non seulement numérisé, mais photocopié, j'ai fait les demandes, je les ai eues sans difficulté. Alors là, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas parler cette histoire, parce que Simone de Beauvoir était tellement amoureuse de Nelson Algren que sur une page où chacun des deux était censé raconter sa journée, Simone écrit « Busy day, fucking and so on ». C'est-à-dire journée très occupée, baise, etc. Donc il ne faut pas que Simone de Beauvoir, qui est pourtant l'auteur du Deuxième Sexe, ait eu un corps et qu'elle ait fait des folies de ce corps avec un homme qui n'était pas Sartre. Alors moi j'aime beaucoup... Or, oui. Elle ne faisait plus de folie son corps depuis à peu près plus de 12 ans avec le dénommé Sartre. Et on comprend qu'elle ait fait des folies intéressantes et qui lui ait pu donner à des journées très occupées, car entre Sartre et Nelson Algren, je parle en tant que femme, mais je pense que les hommes pourront me suivre sur ce terrain, il n'y avait pas, comme on dit, photo. Alors, justement, on est en 1947. Excusez-moi. Simone de Beauvoir est invitée aux États-Unis pour faire des conférences. Donc, oui, mais surtout, attendez, ce que je veux dire, parce que la maîtresse de Sartre doit venir à Paris. Ça arrangeait très bien, voilà. Ça arrangeait Jean-Paul. Mais enfin bon, elle part à New York, elle ne sait pas ce qui va se passer. Et là, elle est invitée pour des conférences, elle a quand même près de 40 ans, et là, il va y avoir un choc dont vous parlez dans tout ce livre, un choc amoureux, un choc érotique, un choc intellectuel, avec Nelson Algren. Vous avez raison d'attendre qu'ils se parlent en anglais, voilà. Mais l'un et l'autre de cette passion amoureuse va ressortir une énergie créatrice. C'est ça qui est exceptionnel. Qui est double, puisque cette histoire va inspirer à Nelson Algren L'homme au bras d'or, qui va avoir un succès mondial et qui va lui valoir la plus prestigieuse distinction littéraire aux États-Unis à l'époque. Un livre dont Obama a dit que c'était son livre préféré, et c'est encore lu dans les cercles intellectuels américains. Et à Simone de Beauvoir, ça va inspirer le Deuxième Sexe, dont les prémices, les fondements étaient inspirés vraiment par des conseils intellectuels de Nelson Algren. Et c'est ça qui ne doit pas être révélé. Et c'est ça le tabou. Parce que la construction Sartre-Beauvoir, le couple libre, etc., est une construction qui n'a duré que quelques années. Et entre 45 et 50, il fallait absolument, pour pénétrer, pour construire son image médiatique, que Sartre ait, fasse perdurer une fiction amoureuse et un modèle fictif de couple, fictif parce qu'il n'existait plus depuis des années, où elle n'avait d'ailleurs été qu'une sorte de chimère philosophique et une pose mondaine. Et quand vous dites ça, évidemment, vous choquez beaucoup de gens, à tel point que la descendante, enfin l'héritière de Beauvoir, il y a quelques mois, droit dans les yeux, a nié, une productrice de France Culture, l'existence de ce petit carnet, en disant Irène Frey est romancière, elle a tout inventé. Quand ça m'a été dit, j'ai dit, bah, écoutez, venez immédiatement chez moi, non seulement je vous offre un verre, mais je vous offrirai avec le verre, par quelques clics, puisque j'ai numérisé ce carnet, le facsimilé de ce carnet, je peux même vous faire un petit, le découper, vous mettre la petite ficelle analogue à celle que j'ai trouvée à Columbus pour parfaire les choses, mais en plus je vous offrirai la photocopie de mon bulletin d'autorisation de photocopie. C'est-à-dire qu'on arrive, j'ai eu la surprise l'année dernière de voir qu'on pouvait arriver à cette histoire à du négationnisme. C'est-à-dire que c'est équivalent de dire
le journal d'Altran qui est un faux. La même chose de dire que d'effacer la photo de Trotsky à côté de celle de Staline. Puis, in fine, on arrive à Daesh. Parce que, et au complotisme. Ce sont les mêmes processus intellectuels. Donc moi, ça m'a fait d'un côté beaucoup rire, parce que c'était facile de balayer d'un revers de main, preuve en main, mais d'un autre côté, ça m'a glacé d'effroi. Parce que quand on est censé défendre les droits moraux de Simone de Beauvoir, je trouve qu'on peut être un peu plus honnête. Irène Frein, cette histoire, Simone de Beauvoir, qu'elle a vécue intensément, elle ne l'oubliera jamais, tout au long de sa vie. Elle se fait incinérer avec la bague qu'elle n'a jamais quittée, et qui est celle que Nelson Algren lui avait donnée au matin de la première nuit d'amour. Alors tout ça, on en a pas seulement des traces, mais des pans entiers dans les mandarins. Dans la deuxième partie des mandarins, j'avoue que quand j'ai retrouvé la maison de Nelson Algren, qu'elle était décrite dans les mandarins, que j'ai senti le gravier du lac Michigan crisser sous mes pas devant cette maison, de la même façon que Simone l'avait dit, de retrouver le barbecue qu'elle décrit. Bon, il y avait eu des 70 hivers depuis, donc barbecue était un peu ruiné, que je pouvais superposer les marches sur lesquelles il y avait ces photos avec Nelson, et puis m'asseoir sur ces marches ou aller dans les dunes qu'elle décrit. Ça a été un moment très intense de ma vie. Je trouve merveilleux qu'un livre puisse conduire des lecteurs à faire de tels voyages, à retrouver à revivre en eux-mêmes, comme par transfert, les mêmes émotions, et puisse créer un tel enchantement. Et c'est ça l'extraordinaire de la littérature, c'est que vous en êtes enchanté en tant que lecteur, et tellement enchanté que vous devenez vous-même écrivain, et qu'à travers votre propre système émotionnel, vous puissiez être soulevé d'émotions si fortes. Et je n'ai trouvé l'équivalente aucune autre expérience, sauf les transports amoureux. Mais il y a des transports littéraires, comme il y a des transports amoureux, et c'est ça qui donne un sens à la vie. C'est vous qui aviez choisi cette couverture avec cette photo de Simone, absolument. C'est une photo de Simone de Beauvoir avec un montage qui symbolise la cristallisation amoureuse, puisque Simone de Beauvoir, pendant 3 ans, va vivre habitée par l'univers de Nelson. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle écrit le deuxième sexe, qui va être le fondement de l'indépendance des femmes. C'est un livre abondamment cité, que beaucoup de gens ne lisent d'ailleurs, et qui, il faut le reconnaître... Non, c'est une base dans les librairies quand même, ça. Écoutez, pardonnez-moi, les gens vous disent la première phrase, on ne naît pas femme, on le devient. Ils ne connaissent d'ailleurs pas le sens de cette phrase, qui est une paraphrase de Spinoza. On ne devient pas un humain, on le devient. Spinoza, se proposant de démontrer que l'homme est une construction de la culture, l'être humain est une construction de la culture. Elle paraphrase pour montrer que la femme est une construction de la culture. On vous cite ça, il est peut-être acheté, mais il n'est pas lu. Et il a beaucoup vieilli. Moi, je l'ai relu, je peux comprendre qu'il soit acheté et non lu, car il a beaucoup vieilli. Il y a des passages entiers qui sont inaccessibles de nos jours, parce que les exemples sur lesquels Simone de Beauvoir se fonde sont hors d'atteinte du public contemporain. Et elle a écrit ce livre sur l'indépendance parce qu'elle était dans l'indépendance. Et quand on lit certains passages du deuxième sexe, on sent très bien que ça a été une façon d'exorciser ce qui était pour elle une aporie philosophique, c'est-à-dire une impasse de la pensée. Comment
peut-on être à la fois une philosophe de la liberté et tomber dans la dépendance amoureuse? Alors, voilà, pourquoi moi? Comment puis-je transformer en serpillière devant cet homme? Et on lui doit le deuxième siècle. C'est extraordinaire, ce paradoxe. moi, je veux savoir comment vous vous êtes intéressé à ce sujet-là, à écrire ce livre-là. Je veux savoir comment vous avez trouvé l'idée. Alors, vous nous en parlez au début du livre. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est le truc d'une romancière qui trouve chez un bouquiniste un bouquin qui va la mettre sur la piste de son sujet? C'est vrai, ça, le début du livre, ou c'est du roman? Ça peut faire envie, hein. C'est un aussi beau sujet. Donc on peut dire, voilà, les romanciers fonctionnent avec des trucs. Moi, j'ai toujours fonctionné avec des rencontres. Soit qu'on m'ait apporté des sujets de romans, par exemple Davy, que j'ai refusé 3 fois avant. 3 personnes différentes, dont Claude Perry, le cinéaste, m'avait proposé ce sujet, j'ai accepté la 3e fois. Et le Nabal, c'est Nicolas Thèse. Puis quelquefois, je suis tombée sur des toute grande, toute seule, sur des sujets, Royaume des femmes, par exemple. Non, mais là, vous êtes chez un bouquiniste. Je tombe sur un livre, et mais vraiment, je suis sidérée de le pouvoir de provocation du réel. Je crois que nous sommes environnés d'histoires, à pluriel. Il y a simplement ceux qui veulent, qui savent voir les histoires, et ceux qui ne les voient pas. C'est une question de regard plus aiguisé. Moi, d'ailleurs, en tant que femme, je suis quelqu'un à qui il arrive constamment des histoires. Rassurez-vous, je ne suis pas une femme à histoire. En fait, c'est pas la question que je vous posais. Et alors, non, mais pour être très clair, je tombe sur ce livre et je l'ouvre. Ce livre, il est en photographie sur mon site internet et je l'ai chez moi. Je tiens à disposition tout à chacun et je l'ouvre et je vois un diable libidineux, mais un homme un peu maigre et vieux avec un gros ventre, des poils et un visage de ce qu'on appelle un vieux vislard. Et c'est le diable, et il a une espèce à tous les attributs du diable, je ne les citerai pas ici. Et je me dis, c'est un roman porno. Je voyais la reliure du 1900, puisqu'il y avait un ex-libris, GM, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai publié cette ex-libris, d'ailleurs, sur mon site internet aussi. Et je tourne les pages, et je vois une couverture orange d'une revue qui s'appelle L'Œuvre, et pour une mère, et les scandales de la Sorbonne, Madame Curie, les aventures de Madame Curie avec le professeur Langevin. Donc je tourne les pages, et en fait c'est un journal. Il y a 2 numéros qui ne se suivent pas d'ailleurs, et je les lis, et ce sont des tissus mais d'horreur et d'obscénité à l'encontre de Marie Curie. Et d'attaques odieuses. Moi, j'en suis restée à la Marie Curie dont on m'a parlé au lycée, sur qui j'ai vu 2 films, un ou 2 films, gamine, au cinéma éducateur, le jeudi après-midi à Lorient, Morbihan, et une histoire édifiante, une femme héroïque, morte pour avoir découvert de la radioactivité, sacrificielle, qui en plus était devenue veuve. J'avais une scène gravée dans la tête, son mari qui passait sous un tramway, je ne sais pas pourquoi c'était un tramway dans mes souvenirs. Et puis une femme qui était fascinante par sa capacité de travail, donc d'avoir soulevé des tonnes de minerais radioactifs pour ces petites lumières bleues qu'elle allait voir dans ce fameux hangar absolument misérable dans lequel elle travaillait avec son mari. Beaucoup de malheur, beaucoup de travail, des découvertes insensées, et surtout pour laquelle j'avais une admiration insensée, puisque moi j'étais incapable
d'avoir des bonnes notes en mathématiques, en physique et en chimie. Il n'y a que Marie Curie, tout en noir, avec son visage austère, ne m'intéressait absolument pas parce qu'elle ressemblait à ces profs de maths et physique qui vous avez au lycée. Tout le monde se dit le matin de la rentrée, pourvu qu'on n'ait pas Madame Attel en maths, et pan, on a Madame Attel en maths, et on était parti pour des maux de ventre, etc. toute l'année, des 2,5, des 4, des 0,5, et ses parents qui signaient en disant mais quand même, puisque tu es bonne en français et bonne en histoire géo, etc., tu pourrais pas être bonne en maths aussi, tu ne fous rien. Moi, l'idée de A plus B égale X, tous mes neurones se congelaient, ne parlons pas des éprouvettes explosives, oui. Enfin, de tous ces symboles. Je voulais bien les apprendre par cœur, mais dès qu'il fallait faire des calculs, c'était affreux. Et je voulais bien, mais non, quoi. Alors, Marie Curie, oui, très bien, merci, Madame Curie, la radiothérapie. Je remercie 1000 fois la radiologie, mais oui, bien sûr, c'est un progrès pour l'humanité, mais je ne serai jamais Madame Curie. Et s'il vous plaît, pardon, mais j'ai pas envie de me sacrifier pour des découvertes scientifiques moi-même. Je suis une romancière, je suis une rêveuse, et je suis très contente pour l'histoire de l'humanité, mais non, je ne veux pas entendre parler de Madame Curie. Et là, je lis qu'elle a fait, mais alors, des horreurs, quoi, mais j'y crois pas une seconde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on lui a fait à cette pauvre Madame Curie pour qu'on écrive ça? Donc je fais ce que tout le monde fait maintenant, je vais sur Internet, j'essaie de vérifier, puis je m'aperçois au bout d'une heure que c'est vrai, elle a eu une liaison avec Paul Langevin, grand scientifique, immense scientifique, très sympathique scientifique, quand elle était veuve. Alors là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle est la liaison qu'elle veuille refaire sa vie? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on la traîne dans la boue? Pourquoi est-ce qu'on veut la détruire, cette femme? Et du coup, cette femme qui ne m'intéressait pas du tout pour les raisons que je viens d'expliquer commence à m'intriguer, et j'ai la sensation délicieuse, exaltante, que je viens d'ouvrir un placard de barbe bleue. Et là, dans ces cas-là, plus rien n'arrête. Et heureusement que plus rien ne vous a arrêté, parce que de la première à la dernière page, on est pris dans cette histoire. Et moi, j'étais comme vous, je dis, mais Pierre et Marie Curie, j'étais peut-être aussi plus nul que vous en physique-chimie au lycée d'Angers. On dit que ça va être ennuyeux quand même, on les aime bien. Oui, et puis il ne faudrait pas me demander exactement ce que c'est que la radioactivité, quoi. Je veux dire, ça, je savais quand même un peu. Hein, moi, j'étais plus nul que vous, alors. Enfin, vraiment, je me suis dit, bon, pourquoi je m'intéresserais à ça? Attendez, dès qu'on nous parle de centrale nucléaire, on fait des bons de cartes, donc je savais quand même un peu. Mais, si vous voulez, comment ça, l'histoire de Marie Curie barbait aussi, parce qu'on me l'avait toujours raconté comme à tout le monde, comme un conte moral. C'est-à-dire que c'était Sainte Marie Curie, la grande sainte laïque, par opposition... Et Saint-Pierre aussi. La grande sainte laïque française, par opposition à la grande sainte religieuse française, qui est Sainte Jeanne d'Arc. Mmh. Et il y en avait une pour les athées, une pour les croyants. Alors, on pouvait prendre les deux en même temps. C'était quand même un peu par l'opposition. Irène, ce qui m'a donné envie d'ouvrir votre livre, c'est la phrase que vous avez choisie de Marie Curie, alors qu'elle a 20 ans. Elle écrit tout simplement: premier principe, ne jamais se laisser abattre, ni par les personnes, ni par les événements. C'est une belle devise. Hein. Ah, c'est une très belle devise. Et il y a un passage... Ça répété par les temps qui courent. Et il y a un passage que je voudrais lire, ce qui va peut-être vous permettre de prendre un peu d'eau, si vous voulez. Il n'y manquait qu'un déclic, ce fut le Nobel. La veille de son annonce, Paul et Marie étaient connus, sans plus. Le 10 décembre, ils devinrent célèbres. Un mois plus tard, leur interview avait généré des photos, les photos des gravures, les gravures des poèmes, des caricatures, des chansons, des revues de music hall, une série de transmutations incontrôlables qui avaient mimé très étrangement la dégradation des corps radioactifs. Et lorsqu'enfin cette réaction en chaîne s'arrêta, leur conte de fées intime
s'était mué en légende universelle. La saga d'un couple de modernes, de vertueux alchimistes, qui, à force d'obstination, avait arraché à la matière une pierre philosophale d'un nouveau genre dont on ne savait pas grand-chose, sinon qu'elle allait transformer de fond en comble la condition humaine. Et vous dites que ce couple qui vit de nuit, de jour, dans l'osmose de la science. Alors, Pierre avait proposé à Marie, qui ne voulait pas l'épouser, de vivre d'amour et de science. Et c'est comme ça qu'il avait obtenu sa main, parce qu'elle ne voulait absolument pas se marier. Elle avait une histoire d'amour tragique en Pologne, et elle avait décidé, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de ça. Et Marie Curie, finalement, son secret, j'ai fini par le découvrir à force de connaître ses textes et d'ailleurs d'éplucher sa comptabilité, parce que tout ce que ça dit ça, c'est elle formidable. fondait sur ses livres de comptes. Mais je voudrais souligner ça d'abord, même si j'ai travaillé sur sa comptabilité. Marie Curie, le secret, c'est une grande romantique du 19e siècle polonaise. Et quand Pierre Curie, pour commenter ce texte, lui propose ce qu'il appelle le rêve, avec un grand R, et de vivre d'amour et de science, elle craque. Elle craque parce que c'est une grande romanesque, une grande romantique, et en fait, son romanesque, c'est comme pour beaucoup d'êtres, particulièrement de femmes du 19e siècle, elle est née en 1867, hein, est fondée sur le romanesque de l'opéra. En fait, c'est Tosca. Vivre d'amour et d'art. Et lui, il a le coup de génie pour la séduire, de lui parler de vivre d'amour et de science. Rien ne peut mieux lui convenir. Et ils vont vivre sur ce mode-là. C'est extraordinaire quand on touche leurs documents, etc. Je dois écrire en ce moment un article sur Marie Curie et la Bretagne. La mère de Pierre Curie était mourante, il était obligé de rester à son chevet, tandis que Marie était partie avec son père pour la première fois de sa vie en Bretagne. C'est un trou perdu au bord de la mer, qu'elle avait détesté à la première vue d'ailleurs. Et Pierre, à qui Marie manque tellement, lui écrit: hier soir, je me suis concentrée tant que j'ai pu pour essayer de te faire apparaître par télépathie. Il croyait que ces ondes sur lesquelles il travaillait, dont on ne savait pas grand-chose à l'époque, hein, c'était cette radioactivité, cette énergie, c'était le cœur de leur réflexion, pouvait amener à des apparitions télépathiques, qu'il allait pouvoir la voir sur les chemins de Bretagne. Il mélangeait tout. Et elle, quand elle lisait ça, elle était bouleversée, évidemment. C'est-à-dire, cet homme m'aime tellement qu'il veut se mettre à se concentrer pendant 1 heure pour me faire apparaître. Bon, il inventait son petit Skype, si vous voulez. Non, mais c'est vrai. Mais c'est souvent de ça que naissent les grandes inventions scientifiques. Mais il est rare que ce soit d'amour, quand même, à ce point. Et quand ils sont connus pour le Nobel, ils sont tous les deux les premiers de ce qu'on va appeler maintenant les hyper-célébrités. Ils sont connus dans le monde entier. Et il faut imaginer 2 êtres qui sont arrachés à leur biotope. Ils vivent dans un biotope extrêmement protégé, qui se sont créés, et on vient agresser leur biotope. Et ça va les détruire. Et Marie dira que le Nobel a été le désastre de leur vie. Eux, ils étaient timides, ils s'étaient cachés, ils voulaient pas. Les journalistes, ils voulaient pas voir ça, ils savaient pas ce que c'était. Ils sont naïfs, etc. Et ce que j'ai voulu étudier aussi dans cette histoire, c'est la naissance de l'hypercélébrité et comment vous n'avez plus de vie privée et comment on va vous figer dans une icône. Quand Pierre meurt, elle devient à jamais la veuve illustre qui n'aura un
interdite de sexualité qui est, elle, l'icône de la veuve éternelle. Qui ne peut pas s'habiller autrement qu'en noir. Oui, mais c'est ce qu'on demandera des années plus tard, d'ailleurs, à Jackie Kennedy, hein, dans un autre registre. Et elle a simplement, après la mort de Pierre, à un moment, elle retombe amoureuse et elle a tout simplement envie, comme tout un chacun, de refaire sa vie. Et c'est cette dimension-là qui m'a intéressée, c'est comment les médias, les politiques et les autres vont l'empêcher de le faire. Alors moi je vais lire un passage au début du livre, non seulement parce que je trouve que votre plume est magnifique et vous nous entraînez complètement dans cette passion. Refaire sa vie. Comme Marie, on a perdu l'amour unique et on a cru ne jamais s'en remettre. Le corps s'est fait de craie, l'esprit de cendre. On a pensé devenir fou quand on n'a pas cherché carrément à en finir. Et voilà que la vie soudain, la vie têtue, la vie puissante, imprévisible, la vie qui, mine de rien, va et vient comme les marées, réclame sa place, recommence d'exiger son droit au plaisir, sa part de rêve, c'est cela, refaire sa vie. S'abandonner au reflux irrésistible des lois du vivant, accepter l'offre de la seconde chance, se dire, après tout, pourquoi pas, puis sur les ruines des temps d'avant, trouver la force de rebâtir du neuf. Je suis très touchée que vous lisiez ce texte et que vous y ayez été très sensible, parce que pour moi, c'est un des passages le plus importants du livre. Et on peut envisager les choses comme Kundera, parler de l'insoutenable légèreté de l'être, mais c'est un des grands mystères de l'existence, qu'on soit à la fois précipité par un deuil ou une rupture, et qu'en même temps, à un moment le plus imprévisible, eh bien, on n'est plus qu'attente, à nouveau, que désir, qu'espoir, et que nous soyons ainsi faits que ce soit la loi du vivant. Et qu'au cœur de cette volonté de vivre, enfin de vouloir vivre de Schopenhauer, puisse, hélas, dans nos cultures, se greffer la culpabilité. Le mort est là, qui se rappelle à votre bon souvenir malgré tout. Et l'histoire de Marie avec Paul, c'est l'histoire d'un trio posthume. Paul avait connu Pierre. Il en est dauphin d'ailleurs, pratiquement. Voilà, ou le disciple. Mais chronologiquement, Paul avait connu Pierre. Paul Langevin. Hein. Paul Langevin, l'amant, avait connu Pierre avant que Marie ne le connût. Et Paul avait été éperdument admiratif d'un sentiment amoureux d'élève. Vous savez, on a tous aimé un professeur qui nous a guidés dans la vie, adolescent. Il a éperdument aimé. Marie est arrivée dans la vie de Pierre au moment où Paul lui-même faisait sa vie avec, épousait une femme, rentrait, ce jeune adolescent devenait un homme. Les chemins se sont séparés, puis se sont retrouvés car Paul, hein, comme dans la chanson de Jeanne Moreau, hein, tenez, c'est Jules et Jim, je suis en train d'évoquer, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Hein. Vous l'entendez tous, cette chanson dans votre tête en ce moment, je suppose. Et puis, Paul a été malheureux avec sa femme, il est retourné vers Pierre. Pierre était avec Marie. Ils ont formé un trio autour de la science. Peut-être Paul désirait-il déjà Marie sans se l'avouer. Peut-être Marie était-elle troublée par cet homme si beau. Dans les tréfonds de son inconscient, on n'aura jamais rien, on n'en saura jamais rien. Il s'était à travailler sur l'énergie, la radioactivité, les ondes, la nature des électrons, qu'est-ce qui se passait dans les tréfonds de la matière. Et puis, la matière, un jour, choisit de détruire Pierre. Marie sombre dans le plus grand des désespoirs, elle est veuve de Pierre, mais Paul lui aussi, est en quelque sorte veuve de Pierre, et lui-même sombre dans la dépression, et d'autant plus dans la dépression qu'il ne peut... sa vie conjugale est un enfer. Et un jour,
pour des raisons qui sont évidentes dans le livre, mais que je ne vous dirai pas. Il y a une espèce de foudroiement qui a un fondement très physique, un détail très physique. Marie tombe dans les bras de Paul, et Paul dans les bras de Marie. Simplement, très vite, ils sont poursuivis par l'ombre qui continue, l'ombre du mort. Et dans l'histoire de Paul et de Marie, il y a cette chose qui est absolument unique, c'est que Marie veut poursuivre avec Paul le rêve de Pierre, Paul veut poursuivre avec Marie le rêve de Pierre et Marie, mais sans doute Marie attend-elle de Paul quelque chose que Pierre seul pouvait lui donner, et Paul ne va pas trouver en Marie nécessairement tout ce qu'il attendait d'elle. Et donc ça aurait pu durer, mais en plus la société s'en est mêlée. Alors, comme dans Roméo et Juliette, donc on retrouve tous les mythes de l'amour. La société, il faut dire que la femme de Paul est une hystérique complète. Malade mentale. Malade mentale. Et on va reprocher à Marie son histoire d'amour, parce qu'à un moment, évidemment, ils sont repérés. Il loue un appartement, je crois, en plein... Rue du Banquier, je l'ai retrouvé. Voilà. Alors, parlez des comptes, parce que c'est quand même très amusant, ces comptes. Alors, elle est obsédée par la comptabilité de ses dépenses. Oui, alors, pourquoi j'ai été amenée déjà, à partir du petit livre dont vous avez parlé, à aller chercher la comptabilité? Parce que je voulais que l'exploration fût implacable. Toucher quand même à l'histoire amoureuse de Marie Curie, et celle-là qui était restée jusqu'à mon livre un tabou de la famille, c'est quand même une expérience périlleuse. Et je ne voulais pas faire un livre d'alcôve, parce que comme vous l'avez senti tout à l'heure, j'ai un grand respect pour Marie Curie. J'ai un peu plaisanté tout à l'heure, mais nous lui devons tous peu ou prou la vie. Si nous n'avons pas eu à subir la radiothérapie, nous avons passé des radios, ne serait-ce que des petites radios des dents. Hein, nous lui devons la vie. Et donc, je suis de ceux et celles qui s'inclinent devant des tels apports immenses à l'histoire de l'humanité. Et je suis aussi, mais c'est comme dans Beauvoir, de ceux qui s'arrêtent à la porte de la chambre. J'ai jamais décrit les ébats de Simone de Beauvoir et Nelson Algren, c'est leur affaire. Même si je peux soupçonner qu'elles sont leurs fantasmes, parce que deux écrivains ont écrit. Moi, je n'avais pas de texte de Marie Curie ni de Paul Langevin, puisque Marie a détruit tout ce qu'elle a pu sur cette histoire, et qu'elle a fait détruire par tous les témoins, dont Paul Langevin, toute trace de leur lettre d'amour, de tout ce qui avait pu se dire et c'était la trace écrite. La seule trace écrite qui pouvait être tangible, parce que pour le coup, elle était scientifique, moi la littéraire, qui était dans le elle savait compter. Elle savait compter. Et donc je me suis dit, peut-être il y a des choses dans la comptabilité. Par chance, cette comptabilité était conservée à la BNF, et j'ai pu la consulter. Et je connaissais ce qu'on appelle le terminus antequem et le terminus postquem, c'est-à-dire par des documents qui étaient juridiques, qui eux avaient été conservés grâce à l'affect libelle, l'assignation en justice. Je savais à peu près quand ça avait commencé, cette liaison, quand ça avait fini. Donc j'ai pris les livres de comptabilité de Marie Curie, je les ai étudiés à peu près à partir de 1898, par là, pour voir comment elle menait son ménage avec Pierre. Elle y notait tout en plus. Hein. Parce que Marie Curie, c'est une mesureuse. D'abord, quand on regarde ses travaux scientifiques, ce sont des travaux de mesure. Elle pèse l'impondérable, qui sont des courants électriques et à partir de là, infinitésimaux, sur des balances à super-mouches. Et à partir de là, elle arrive à déterminer le poids atomique du radium, en gros, pour faire court. Et elle aime mesurer, elle mesure tout.
c'est une immense anxieuse, et comme elle n'exprime pas sa sensibilité, sauf dans les lettres à Pierre, mais on n'a pas les documents parce que la plupart d'entre eux, elle les a détruits avant de mourir, elle exprime essentiellement, et ça, quand elle parle de sa vie, c'est à travers des chiffres. Et la comptabilité, c'est son journal intime. Et c'est très très clair. Et quand elle est anxieuse, elle relit sa comptabilité. Mais donnez un exemple de ce que vous avez trouvé. La comptabilité, ce sont l'exomile. Des exemples, eh bien, donc moi je me suis dit qu'une femme amoureuse, nécessairement fait plus de dépenses pour de coquetterie. Je me suis dit, moi je suis comme ça, donc pourquoi elle ne serait pas comme ça? J'ai déjà vu des femmes se ruiner en fringues quand elles étaient amoureuses. Donc j'ai eu la faiblesse de penser que toute Marie Curie qu'elle soit, elle et moi, nous pouvions avoir un point commun, celui-là. Et donc j'ai cherché dans ces livres de comptes. Mais j'ai cherché avant pour établir les variations quand même. Et avant, entre la mort de Pierre et 1907, elle n'achète aucune robe, ou alors c'est vraiment des trucs à rien du tout, des sommes dérisoires, elle fait réparer les robes, etc. Les chaussures sont ressemelées, je ne peux pas vous dire le nombre de fois. Enfin, et puis alors, vous dites quelle radine, pour être clair. Et puis, hop, à la fin de 1909, 1910, oh, alors là, il y a presque le quart, brusquement, au mois de janvier, son salaire qui passe en manteau de fourrure, toque de fourrure, et puis après robe blanche, enfin, tutti quanti, elle change les chaussures. Et la femme légitime avait toujours dit que la liaison avait commencé à cette date-là. Alors, bon, moi je ne savais pas encore ce qui s'était passé, mais j'ai noté, si vous voulez, j'ai fait des statistiques, des postes, etc., pour vérifier toutes ces dépenses. Et en les regardant de très près, on avait finalement les courbes de sa vie amoureuse, si vous voulez. Et c'était insensé. Et même, on voit, alors elle avait manifestement plusieurs états de sa comptabilité. Elle avait une comptabilité de sac, où elle notait, même quand elle avait donné un soin à un mendiant. Elle a récapitulé, celle-là n'a pas été conservée, elle récapitulait sur un cahier de brouillon, à la fin du mois, toute sa comptabilité de sac, elle faisait ses comptes, etc. Elle était furieuse, même quand il manquait 10 francs, je sais pas, c'est comme si moi, il manquait 5 €. Elle était folle de rage, absolument. Elle mettait point d'exclamation, surligné, etc. Et puis, à la fin, elle recopiait sur un grand carnet de comptes qu'elle achetait rituellement au bon marché. Parce que Marie Curie avait aussi ce côté d'une ancienne aristocrate polonaise déclassée. Pour les choses importantes, on va dans les maisons de tradition et de qualité, inusables. Et bien faites, si vous voulez. Et là, elle reportait, et pour moi, c'était assez intéressant parce qu'on voyait quand même des dissonances par moment entre le carnet numéro 2 et le carnet numéro 3 officiel. Pourquoi le troisième était intéressant? C'est parce que à l'époque, je ne sais pas si c'était ainsi en Belgique, mais on devait rendre des comptes au conseil de famille quand on était une femme. Il y avait un tuteur pour les enfants, etc. Et c'est très intéressant de le regarder dans le détail. Donc j'avais fait numériser tout ça, j'avais une loupe électronique. Je me suis bien usé les yeux sur cette histoire de comptabilité. On s'apercevait qu'elle voulait se marier. Parce que sur le carnet officiel, elle met dépenses du banquier. Donc ça veut dire qu'elle sait qu'un jour, elle va en parler au tuteur, qui est un ami, et aux gens du conseil de famille. Donc c'est une passion vraiment qu'elle veut traduire dans des actes solennels. Et elle veut en fait fonder une famille recomposée avec Paul Langevin. Et ça, moi j'ai trouvé ça formidable parce que c'est l'humanité, quoi, la plus simple. Il restera le temps
Le ton presse. Oui, moi j'en ai. Je peux parler toute seule. Merci. Oui, le temps presse, hein, parce que je voudrais quand même qu'on parle, qu'on donne la dimension du drame de la société qu'elle a vécue. On lui a reproché un moment d'être polonaise, je crois qu'on lui a reproché toute sa vie. On lui a tout reproché, et la partie du roman où là, tout d'un coup, Paul et elle, ça va être connu par tout le monde, il va y avoir des maîtres chanteurs, c'est son beau-frère, il va y avoir des rançons, il va y avoir des articles calomnieux, on va lui refuser de rentrer à l'Académie française. Pourquoi? Parce qu'elle est femme à l'Académie des sciences. Pourquoi? Parce qu'elle est femme, et pourquoi pas juive, et surtout polonaise. Alors, si j'ai écrit cette reconstitution que j'ai appelée, nous avons appelé roman parce qu'il y a 2 courts passages fictifs, mais vous êtes prévenus dans la lecture que j'ai reconstitué, que j'ai inventé. Je dis, on peut tout inventer, par exemple, on peut tout imaginer, par exemple. Le lecteur est toujours averti, je précise quand même. Et ma méthode est expliquée en 1 ou 2 pages à la fin du livre. Mais si je l'ai fait, c'est parce que ça m'a paru très emblématique du XXe siècle et même de notre époque. C'est le début des médias. On va fouiller dans la vie privée de Marie Curie. Marie Curie, on pourrait dire en langage contemporain, elle est trop. C'est un génie, c'est une femme, elle est veuve, elle est étrangère, polonaise, et elle investit un champ de l'activité intellectuelle entièrement réservé aux hommes, qui est la science. Et la science en plus de pointe, c'est-à-dire qu'elle professe des théories scientifiques qui ne sont pas reconnues. L'électronique, elle, dans son groupe, remet en question le caractère insécable de l'atome. Langevin est un ami d'Einstein, il a d'ailleurs découvert lui-même Einstein, E égale MC de 6 mois avant Einstein, mais il a peu publié. Il n'a d'ailleurs pas voulu Einstein quand c'est Einstein qui a publié, ils ne se connaissaient pas. Au contraire, ils sont devenus les 2 meilleurs amis du monde. La théorie de la relativité est en l'air. Marie Curie est au courant de la relativité restreinte. Elle a lu, grâce à Paul Langevin, ces points-là. Et le groupe de scientifiques, d'hommes scientifiques qui est autour de Marie Curie, et qui continue de l'être après avoir été autour de Pierre, et qui continue de l'être après la mort de Pierre, ce sont des gens aussi qui sont très passionnés par la théorie de Max Planck, les quanta. Et enfin, ils sont dreyfusards. C'est-à-dire qu'ils soutiennent le capitaine Dreyfus, les idées progressistes et le pacifisme contre une France étriquée, restreinte, intolérante, hyper conservatrice, hyper cléricale, etc. Et finalement, ça arrange très très bien tout le monde que des journalistes découvrent la liaison de Marie Curie, qu'ils fracturent ce petit 2 pièces de la rue du Banquier pour voler ses lettres d'amour, qu'elles soient traquées par les premiers paparazzi. Pourquoi? Parce que, à travers cette femme, qui est donc faible parce qu'elle est veuve, elle n'est pas faible de caractère, mais elle a une position sociale affaiblie, on va pouvoir faire un bouc émissaire sur tous les points scientifiques, la théorie des quanta, la théorie de la relativité, la radioactivité. Un bouc émissaire contre les femmes qui travaillent, un bouc émissaire pour les femmes qui en sont en voie d'émancipation. Le divorce a été vraiment très libéralisé en 1910, juste avant que n'éclate le scandale de sa liaison avant Paul Langevin. Et par ailleurs, la société française a des relents de xénophobie.
On prépare la guerre de 14, les affiches de la mobilisation sont prêtes, il n'y manque que la date, et les gens qui veulent la guerre contre l'Allemagne, à toute fin, les va-t-en-guerre, sont essentiellement, vous le savez déjà, des industriels, pas seulement des marchands de canons, bien sûr les marchands de canons, mais les fournisseurs des armées. Or, j'ai découvert par mes recherches que le journaliste qui va monter la cabale contre Marie Curie a pour patron un sénateur, donc un homme qui possède des journaux mais qui est aussi au Sénat, et qui par ailleurs fournit l'armée en conserve, en alcool et même en suppositoire. Donc il a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait la guerre. C'est le patron du beau-frère de Langevin. Et quand j'ai découvert que ce maître chanteur, qui extorque de l'argent à Marie Curie, qui met dans sa poche d'ailleurs en lui disant « je ne publierai pas vos lettres », elle paye parce que elle, en slave, elle se met à jouer au poker d'une certaine façon. Elle dit « moi je vais certainement avoir le Nobel, je vais payer, ça va durer 5 mois, mais quand j'aurai mon deuxième Nobel, tout le monde va se taire. » Elle veut son deuxième Nobel. Hein. Elle veut son deuxième Nobel, elle est à peu près sûre de l'avoir. Mais lui, il va jouer d'une façon beaucoup plus fine qu'elle, finalement. Enfin, fine et, pour tout dire, très saloparde. Mais si vous voulez, c'est une affaire politique. C'est un thriller politique, scientifique, médiatique et amoureux. Parce qu'à la fin, tout va s'accélérer. C'est en étudiant la chronologie très précise des journaux, de la comptabilité, des sorties d'argent, des chantages de cet abominable personnage qui s'appelle Bourgeois, qui est ce journaliste à la solde de ce fournisseur de l'armée, que j'ai démonté toute l'affaire. Et alors là, je me suis aperçue que la femme, c'est vraiment la proie idéale, quoi. Elle est interdite de sexualité parce que veuve à l'époque. Et on va la détruire dans l'opinion. Et cependant, Marie va se battre. Elle va se battre avec une dignité admirable, d'un silence, y compris quand on va aller jusqu'à lapider sa maison. Et par la comptabilité, j'ai pu en faire la preuve, saccager le rez-de-chaussée, casser les meubles. Irène Frey, il faut qu'on termine cet entretien. On ne peut pas ne pas dire un des moments très agréables dans la fin de sa vie, quand Solvay, à Bruxelles, veut organiser une grande conférence de scientifiques. Oui, à cette conférence, il y a Einstein. Et je voudrais lire ce que Einstein... C'est pas un moment agréable, la conférence Solvay, parce qu'elle est enfermée. Tous les autres savants, et pour discuter de la théorie des quantas, est-ce qu'on l'admet ou non, c'est tout l'avenir de notre société qui est en jeu. Alors, il passe 6 jours formidables, et puis le matin du samedi, un journaliste se précipite sur elle. Est-ce vrai le scandale qui est à Paris? Avez-vous enlevé le professeur Langevin? Oui, mais c'est formidable pour elle parce qu'elle va recevoir son deuxième Nobel. Oui. Et là, elle est à nouveau avec des scientifiques alors qu'elle a été happée par cette... Ah non, pas du tout. Elle est obligée de partir du congrès Solvay avec tous les gens qui se disent Einstein, Max Planck, Poincaré, Jean Perrin, l'inventeur découvreur du mouvement brownien. Qu'est-ce qui se passe? Elle est couverte de... C'est un moment atroce, le samedi le dernier 5 novembre 1911, quand elle est obligée de prendre le train et pas le Thalys, à l'époque Bruxelles-Paris, sa petite couchette, elle arrive dans la gare du Nord, comme ça, pauvre petite ombre, et elle va se cacher, en se disant comment je vais faire, je suis couverte d'opprobre, elle rentre dans ce Paris, elle est couverte de honte, mais ce qui va se passer, c'est que Einstein l'a tellement adoré aux métropoles pendant le congrès Solvay, qui va prendre sa défense. Voilà, c'est lui qui va la sortir. Et quand elle reçoit cette lettre, évidemment, c'est formidable pour elle. Je me sens absolument le besoin de vous dire combien j'ai appris à admirer votre esprit, votre énergie, votre intégrité et le
bonheur que j'ai pris à l'idée d'avoir pu vous rencontrer en personne à Bruxelles. Quand on est étranger au monde des vipères, on ne peut que se réjouir. C'était vrai hier, c'est vrai maintenant, de compter parmi nous des personnes telles que vous et Langevin. Oui, et cette lettre, je crois que quand on est attaqué par des gens qui veulent vous traîner dans la boue, et ça arrive aux gens célèbres, mais ça peut arriver dans un environnement professionnel ou familial, il faut relire cette lettre d'Einstein. Parce que c'est une véritable ode à la probité, à la honnêteté, et c'est véritablement un viatique pour traverser l'épreuve. Et si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que j'ai trouvé que par les moments où nous traversons, où les médias sont si prompts à brûler ce qu'ils ont adoré, et où nous-mêmes, nous ne savons plus quoi penser de nos propres vies, où nous sommes confrontés à des épreuves. Et je me suis finalement offert le luxe de vivre avec de très belles personnes, et mon grand bonheur a été de tenter de les donner aux lecteurs en partage, et d'avoir eu ce succès. Pour moi, c'est un grand bonheur, parce que on ne désespère plus de l'humanité avec de telles belles personnes. Alors, ironie de l'histoire, Irène Frein, c'est la fin du livre. Le petit-fils de Marie Curie, la petite fille de Marie Curie est tombée amoureuse de petit-fils de Paul, sans savoir que c'était le petit-fils de Paul Langevin, et ils se sont mariés. Voilà. Et alors, il y a aussi une autre ironie de l'histoire, c'est que Paul Langevin a été panthéonisé en 1948. Son témoin de duel, puisqu'il a fait un duel pour défendre l'honneur de Marie, il y a eu 5 duels, hein, il a participé à l'un d'entre eux, est inhumé au Panthéon, et également l'un des personnages qui va vous verrez courir dans tout le livre, qui est l'ami des deux, qui est Jean Perrin. Donc ils sont enterrés au Panthéon. Et à quelques mètres de là, depuis 1995, le président Mitterrand a fait entrer Pierre et Marie, c'est-à-dire que le trio posthume est reconstitué pour l'éternité. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à lire ce livre. Je vous remercie beaucoup, Irène Frein, d'avoir accepté cette invitation. C'est un moment littéraire absolument magnifique. Merci beaucoup. Et merci d'avoir eu la patience de m'écouter, je suis très bavarde. Vous acceptez de répondre à une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un a une question? Très volontiers. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vois une main qui se tend là, oui. Vous partez toujours d'un personnage qui a existé. N'êtes-vous pas tenté en tant qu'écrivaine de travailler sans filet, hein? Je l'ai fait, je peux le faire. Et je l'ai fait par exemple dans Secret de famille. J'ai écrit dans un autre roman qui s'appelait Désir, au pluriel. Je l'ai fait plusieurs fois, même assez souvent. Et il m'arrive aussi d'écrire des nouvelles. Et ce sont des textes totalement imaginaires. Je sais me raconter des histoires. Mais je me suis emparée beaucoup ces dernières années d'histoires ayant réellement existé, parce que je crois, ça s'est fait spontanément. Vous aurez compris que je suis quelqu'un de très libre, je ne cherche pas à plaire au public. Mais quand je me lance dans l'histoire, dans une écriture, et comme je vous l'ai expliqué,
Je pratique une écriture du partage, j'aime bien entraîner. Et je crois que si je l'ai fait beaucoup ces dernières années, c'est parce que je suis, comme mes contemporains, en quête de signification, en quête de sens, et qu'il m'a semblé ces dernières années que la revisitation de l'histoire était capitale pour comprendre ce qui nous arrive. Parce qu'il nous arrive quelque chose de très grave actuellement, depuis une quinzaine d'années. Et quand je regarde mes livres, ça correspond à l'arrivée de ce quelque chose de très grave. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Nous ne sommes pas les fruits instantanés d'un moment T de l'histoire. Ce n'est pas de la création spontanée, les êtres que nous sommes. Nous sommes le fruit d'une histoire. Revisiter tout ce que j'ai revisité ces dernières années, j'ai écrit en effet 5 romans en 7 ans, donc 7 textes en 7 ans qui étaient enracinés dans l'histoire. Très curieusement, je m'en aperçois rétrospectivement, car j'ai fait tout ça spontanément, est ancré sur des questions fondamentales de l'humanité. La fraternité humaine de l'un des races, les naufragés de l'île Tromelin, une histoire en effet vraie que j'ai investiguée. Je suis allée même sur cette île de l'océan Indien qui est monstrueuse et où personne ne va. On m'avait dit que c'était pas possible. Je l'ai fait parce que je me suis dit que cette histoire, je ne pouvais la comprendre qu'en mettant mon corps dans les pas de ces naufragés. Donc la fraternité humaine. Ensuite, la forêt des 29. Une société qui, en 1485, invente au fin fond de l'Inde l'éco-citoyenneté, au point de donner, en 1730, 363 personnes qui donnent leur vie pour les armes. Comment peut-on mourir pour les armes? C'est l'enjeu colossal de notre époque. Est-ce qu'on continue comme on fait, ou on invente d'autres façons de vivre avec la nature? Pouvoir, le rôle des femmes. Les femmes, la dépendance amoureuse. Et j'ai eu envie de dénoncer cette imposture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui aime la vérité. J'aime pas les menteurs, j'aime pas les trucages, j'aime pas qu'on raconte des histoires. Et là, il y avait manifestement une construction médiatique. C'était aussi une réflexion sur les médias qui nous fausse la perspective. Et puis, ce texte sur Marie Curie, qui est comment on peut détruire des êtres de génie, des êtres. Et je pense que d'ailleurs, dans l'histoire de Marie Curie, il y avait presque ça ressemblait tout le reste, hein, de les autres. Et au milieu de tout ça, il y a eu un livre un peu autobiographique, sorti de rien, qui était une descente dans ma propre histoire. Je pense, pour aller, votre question est passionnante, et je crois qu'il va être quand on regarde le panorama de la littérature française contemporaine, on s'aperçoit, nous en parlions tout à l'heure avec Antoine, que la frontière entre le document et le roman devient de plus en plus floue, et que les éditeurs ont du mal à mettre un nom là-dessus. Je crois que actuellement les enjeux de survie sont tels, de survie, de nous tous, que celui qui prend la plume, ou la parole si vous préférez, c'est la même chose, la parole écrite, pour dire le monde et pour lui donner un sens, ne peut qu'aller mettre les mains dans le cambouis du monde. Et que la fiction, elle est un peu faible devant ce cambouis du monde. Elle s'avère de plus en plus faible. Mais après tout, est-ce que les écrivains n'ont pas toujours fait ça? Et nous sommes là pour être avec la parole, une parole supposée forte, et apporter du sens. Victor Hugo, c'est ce qu'il a fait. Il a fait des poésies, mais il a fait aussi des romans et des documents. Et je crois que actuellement, il y a deux enjeux essentiels.
et quiconque se réfugie dans son petit nombril va quand même être de plus en plus marginal. Il y a deux enjeux, pas trois, le djihadisme et l'avenir de la planète. Pas trois. Hein. Parce que de toute façon, tout sombre, puisqu'on est devant deux enjeux de survie. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre ça à bras le corps, sinon il n'y a plus personne sur Terre. On ne va pas les parler de scepticisme amoureux. Hein. On peut parler au sein de quelque chose, mais il va bien falloir que la parole des écrivains, que la littérature s'en empare, d'une façon ou d'une autre. Et là, je pense qu'on est en matière d'écriture dans un moment de fracture. Et c'est très bien. On verra bien qui survivra. Chère Madame Frein, vous êtes une femme étonnante. Vous nous surprenez. Je ne suis pas ici. Vous nous surprenez par la diversité de vos activités. Antoine nous en a fait connaître quelques-unes, historienne, journaliste, romancière, soucieuse de la condition des femmes, mais le temps ne lui a pas permis de nous faire découvrir toutes les facettes de votre talent. Nous avons en tous les cas eu l'énorme plaisir d'avoir devant nous ce soir une femme passionnée et passionnante qui maîtrise ses sujets avec un tel enthousiasme qu'elle ne peut laisser indifférent. La passion qui vous anime fait de vous une personnalité à la fois attachante et hors du commun, simple et érudite, fascinante et totalement dévouée à son art. Vous aimez dire que vous êtes une femme de conviction et que votre objectif est de transmettre. Selon vous, un écrivain explore et transmet. Il ne donne pas de leçons, il enquête et est un voyageur de l'imaginaire. Vous aimez rire et vous avez énormément d'humour. À la demande quelle est pour vous la définition du mot rire, vous répondez « le plus grand antidépresseur ». Lorsqu'on vous pose la question de savoir si vous devriez échouer sur une île déserte, quels sont les livres que vous aimeriez avoir avec vous, vous répondez « toute la littérature mondiale réunie sur un support électronique fonctionnant à l'énergie solaire. Je suis fille de tous les livres écrits. Comment choisir ?» Cela prouve votre éclectisme et votre intérêt pour toutes les matières. À la question rituelle, quel est votre héros ou héroïne préférée de la littérature, vous répondez Alice au pays des merveilles. Pourquoi? Pour sa capacité d'émerveillement de réenchanter le monde, dites-vous en ajoutant merci Alice, merci Lewis Carroll. Ce soir nous disons merci Irène. Merci d'être venu à Anvers et de nous avoir procuré cette magnifique soirée. Vous avez consacré plusieurs livres à des femmes d'exception, dont le dernier à Marie Curie, que vous avez approché sous un angle qu'on ne lui connaissait pas peu, l'amoureuse. Vous aimez partager le bonheur de découvrir des êtres magnifiques. Marie Curie en est une, Simone de Beauvoir, à qui vous avez également consacré une partie de sa vie amoureuse, en est une autre. Simone de Beauvoir a dit « Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire. » Chère Madame Frein, question solidarité, vous êtes un exemple. Membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ambassadrice de l'association Aide à l'enfance tibétaine et de l'association La Voix de l'Enfant, vous êtes également membre fondateur du Women's Forum for the Economy and Society. Je garde le meilleur pour la fin et vous évaluerez vous-même comment écrire le mot. Vous êtes administratrice du club des croqueurs de chocolat. Vous dites en avoir toujours sur vous, car c'est radical pour les coups de barre. Vous aimez dire que cela vous rappelle une ancienne publicité. Le chocolat ne pose pas de questions stupides et sait consoler. À quoi vous ajoutez, c'est le contraire de l'homme. Encore une fois... Il y a certains qui savent. Je l'ai lu. Peut-être que ce jour-là, j'avais bu 2 coupes de champagne au lieu d'une. La Belgique, quoi qu'en disent certains, est bien le pays du chocolat.
et pour vous remercier ce soir de votre présence, de vous féliciter de votre brillant entretien avec Antoine, nous avons sélectionné pour vous un échantillon de nos préférences parmi les meilleures pralines belges. Le Gianduja et la crème brûlée de Godiva, la tentation et le caprice de Neuhaus, et les pralinés anciens d'aujourd'hui de Marcolini. Je suis gâtée. Merci infiniment. Nous sommes persuadés que vous partagerez nos goûts et que ceux-ci vous rappelleront les bons moments passés à Anvers. Alors, afin d'éviter que notre ami Antoine ne soit chocolat, et afin de ne pas être en reste avec lui, nous avons pour lui la même attention. En espérant que vous nous direz tous deux qu'il n'y a aucune comparaison avec les Jefs de Bruges, qui, contrairement à ce que leur nom pourrait faire croire, Sont français. n'ont absolument rien de belge. Voilà, absolument. Noël. Merci Antoine. Voilà, ceci termine la soirée. Les livres de Madame Frey sont en vente dans la grande salle. Il y a entre autres Beauvoir in Love, aussi de Marie-Julie Fontaine-Amand. Il y en a d'autres qui sont en vente. Je crois que Madame Frey se fera un plaisir de vous les dédicacer. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Après, tu m'as fait réfléchir. Pas mal au genou alors.